Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet autre numéro de votre émission de Talk. Notre invité est un acteur de la société civile. Il est le coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir. Avec lui, nous allons échanger essentiellement sur les questions liées à la présidentielle d'octobre prochain. Nous allons donc nous déporter tout de suite et aller au siège de l'ONG Un Monde à Venir, échanger avec notre invité Philippe Nanga. À tout à l'heure. Monsieur Philippe Nyanga, bonjour. Bonjour. Merci pour l'honneur que vous accordez ce matin encore en nous accueillant à votre siège, le siège de l'ONG Un Monde à Venir. J'espère que vous allez bien. Ça va? Voilà, nous allons échanger ce matin concernant quelques questions d'actualité, notamment liées à l'élection présidentielle de 2025. On se pose la question de savoir pourquoi la société civile semble absente des débats depuis la convocation du corps électoral. Puisqu'on n'entend pas trop parler des leaders de la société civile, vous êtes un peu absent des plateaux. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Heureusement que vous précisez que nous sommes un peu absents des plateaux. Oui, justement. Je suppose que vous voulez parler des plateaux de télévision. Des plateaux de télévision, de débat. Il me semble que les personnes qui participent au débat à la télé sont invitées. Donc, si on ne nous invite pas, évidemment, on va pas être présent sur les plateaux sans être invité. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que j'avoue que moi, personnellement, je suis de plus en plus sollicité, les collaborateurs aussi, mais il se trouve que, justement, en ce moment précis, la société civile est en activité intense, n'est-ce pas, sur le terrain. Et donc, du coup, on n'est pas super disponible non plus pour être sur les plateaux, parce que ça arrive là depuis un moment que je sois sollicité, plusieurs fois le même jour par plusieurs médias. Donc, on est sur le terrain, ça c'est une chose qu'il faut savoir. D'autre part aussi, si on n'est pas invité, évidemment, on ne sera pas là. On ne sera pas sur les plateaux. Donc, il me semble que c'est la raison pour laquelle peut-être on ne voit pas beaucoup. Et votre travail sur le terrain est lié à l'élection présidentielle d'octobre prochain? Bien entendu, parce que la société civile qui est active dans les médias, c'est la société civile qui travaille sur les questions de démocratie et des droits de l'homme, très souvent. Parce que, de mémoire, je vois pas beaucoup d'autres acteurs de la société civile qui travaillent sur les questions humanitaires, par exemple, sauf s'il y a un problème humanitaire, mais la plupart qui sont sur les plateaux, c'est ceux qui s'intéressent aux questions de démocratie et des droits de l'homme. Et en ce moment, ces organisations-là sont en activité parce que la période électorale, c'est une période qui appelle les acteurs défenseurs des droits de l'homme, les acteurs travaillant sur la démocratie à être présents. Parce que vous savez que l'activité politique, quand elle prend, n'est-ce pas, quand elle s'engage dans le couloir de la compétition, elle demande à ce que il y ait des acteurs qui observent, qui suivent, qui accompagnent, qui scrutent. Et en compétition électorale, il y a les citoyens qui sont les acteurs participants à la compétition électorale en soutien à leurs candidats, et il y a la société civile, n'est-ce pas, qui travaille à observer, n'est-ce pas, pour s'assurer que la compétition est saine. Ça, c'est le rôle qui est dévolu à la société civile. Tout à fait. N'est-ce pas, de permettre à ce que les aspirations du citoyen soient celles qui priment, n'est-ce pas, dans cette compétition électorale qui est une compétition très délicate. Ce sera le cas certainement cette année si la dernière actualité en date est dominée par les intentions de candidature déclarées à l'ECAM. L'organe en charge des élections a comptabilisé 81 dossiers au total. Quelle analyse faites-vous justement d'une telle inflation de candidatures? Alors, déjà, la première leçon que je tire de ce que vous appelez l'inflation des candidatures, c'est que je suis personnellement conforté sur notre position selon laquelle il faut revoir notre arsenal juridique et institutionnel. Parce que la première leçon, c'est que il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Pas parce qu'il y a un nombre important, une floraison de candidatures,
ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Tout à fait. Puisque les principes que nous défendons, les principes de démocratie, les principes de participation universelle, n'est-ce pas, à la gestion des affaires publiques, permettent que chaque citoyen dispose de son droit, n'est-ce pas, de se présenter, n'est-ce pas, aux élections. Mais 81 candidatures, ce n'est pas quand même assez par rapport aux précédentes élections. C'est la première fois qu'on atteint ce nombre. On peut pas dire que ce soit assez. Maintenant, au regard de la fonction, il est important, n'est-ce pas, de pouvoir nous disposer, n'est-ce pas, d'un arsenal juridique consensuel qui permette qu'on n'arrive pas au finish. Parce que, en fait, l'embêtant ici, c'est pas parce qu'il y a 81 personnes qui sollicitent, n'est-ce pas, un suffrage présidentiel. Le problème ici, c'est d'abord le profil des personnes, c'est d'abord aussi la capacité de ces personnes-là. Parce qu'en réalité, on annonce, et c'est ça le problème de notre cadre juridique électoral. On annonce qu'on a 81 personnes qui ont déposé leur candidature, leur dossier de candidature. Mais à la réalité, on sait déjà, hein, au regard des informations que nous avons, que certains l'ont dit d'ailleurs eux-mêmes à la sortie du dépôt de candidature, que leur dossier était incomplet. Donc, en réalité, si on avait un bon cadre juridique, ce dossier ne serait pas recevable. Parce que quand un dossier est incomplet à la réception, il n'est déjà pas valide. Ça veut dire qu'il est qu'en fonction un peu comme une poubelle qui reçoit, qui en effet, avant de faire le tri après. En effet, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce que la loi indique clairement la composition du dossier. Et la loi précise que si une pièce manque, le dossier est réputé invalide. À partir de ce moment-là, je ne comprends pas que la loi ait pu laisser la possibilité à quelqu'un de venir avec un dossier dont il lui manque 3-4 pièces. Et il est affiché comme candidat. C'est ça qui est embêtant. Parce que il est quand même affiché officiellement dans un document d'élection Cameroun comme étant candidat à l'élection présidentielle. Même si après on va le débouter, mais en tout cas, son nom aura déjà apparu dans les médias et partout comme étant un candidat à la présidentielle de 2025. Ça, c'est un problème. Donc, ça nous montre aussi qu'il y a une sorte de banalisation de la fonction présidentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde pense que il peut être président. Chacun pense qu'il peut être, il peut être président. Pourquoi? Alors, du coup, ça m'interroge. Pourquoi est-ce que chacun pense qu'il peut être président? Peut-être parce qu'aujourd'hui, la fonction présidentielle a perdu de sa valeur. Peut-être du fait que on a aujourd'hui un président qui n'est pas là. Et ceux qui soutiennent cette situation-là le disent, hein, que le président n'est pas obligé d'être là. Moi, j'entends ça, hein, des ministres des universitaires qui disent, écoutez, le président n'est pas, vous n'avez pas besoin de voir le président. D'ailleurs, il a passé à un moment donné près de 2 mois à l'extérieur et on nous a laissé croire que le président n'est même pas obligé d'être au pays. À partir de ce moment-là, quand vous faites croire des universitaires, des ministres, des hautes personnalités font croire aux citoyens que le président n'est même pas obligé d'être là pour que le pays marche, pourquoi pensez-vous que, excusez-moi de dire n'importe quel citoyen qui n'a pas la compétence intellectuelle, parce qu'il faut quand même un minimum de compétences intellectuelles, techniques et autres pour assurer cette fonction-là. Pourquoi pensez-vous que n'importe quel citoyen ne s'arroge pas le droit de candidater à cette fonction-là? Donc, ça, c'est l'autre chose que je retiens dans mes analyses au regard de cette raison de candidature, parce que j'ai regardé des profils, hein, des gens qui savent très bien que bon, ils vont jamais être présidents, même pas conseiller municipal, s'ils allaient, et vous allez voir, hein, nous on a déjà fait ces analyses. C'est-à-dire vous avez des partis politiques qui présentent un candidat à l'élection présidentielle et vous les voyez pas à l'élection locale. Tout à fait. C'est quand même un problème, non? Alors que le plus facile, c'est l'élection locale. Alors comment vous voulez postuler à la présidentielle alors que vous n'avez même pas la capacité de présenter des candidats à la commune? Or, normalement, et ça, la société civile a fait un travail là-dessus. Nous, on a fait une proposition, n'est-ce pas, de code électoral qui filtre d'année en année, n'est-ce pas, la possibilité d'être candidat, de sorte que, à un moment donné, on devrait arriver à la possibilité d'avoir maximum 4 candidats.
Ce n'est pas une exclusion des C'est candidatures. possible avec cette filtre. élection. Ça dit qu'au terme justement du travail qui sera effectué par l'ELECAM et le Conseil constitutionnel, qu'on puisse se retrouver avec moins d'une dizaine de candidats, finalement. Je ne sais pas si moins d'une dizaine. Quand j'ai fait mon analyse, je pense qu'il y en a au moins 12 ou 13 qui, il me semble, ont des dossiers consistants. Donc, on va pas... en 2018, on avait finalement 9 candidatures sur 29 qu'on avait reçues. Donc, cette année, il me semble que quand j'analyse un peu les candidatures, je vois au moins une douzaine, voire une quinzaine, n'est-ce pas, qui pourraient, n'est-ce pas, se prévaloir. Il y a la possibilité de voir leur dossier être retenu. Mais il faut dire aussi qu'il y a quelque chose qui marque l'attention, qui attire l'attention justement. Ce sont des doubles candidatures déclarées au sein de certains partis politiques qui ont pignon sur rue. Le RDPC, par exemple, a 2 candidats, 2 intentions de candidature. Il y a le Manidem, 2 intentions, l'UPC et bien d'autres partis. Doit-on s'attendre au rejet automatique de ces candidatures? C'est-à-dire de ces partis qui présentent 2 intentions de candidature directement. Bon, oui, la question en réalité se pose parce que notre pays, malheureusement, si vous voulez, est un pays ambigu du point de vue de son fonctionnement législatif et même judiciaire. Dans un pays sérieux, la question ne se poserait pas. Tout le monde serait capable de dire qui va être retenu parce qu'il y a la loi. Ouais, aujourd'hui, on débat parce que on est dans un pays où vous pouvez avoir raison, je peux être en conflit avec vous. En fait, c'est vous qui avez raison, mais finalement, la justice me donne raison. C'est pour ça qu'on débat sur ça. Oui. Normalement, si on est dans un pays de droit, on connaît qui a raison. Parce qu'il y a la loi. Oui. D'accord? 2 présidents de partis ne peuvent pas signer 2 déclarations de candidature. C'est-à-dire, pour que un parti politique n'ait pas de candidat, il faut que la personne légitime à signer la déclaration de candidature signe 2 candidatures. Il me semble qu'il n'y a aucun parti dont 2 candidats ont reçu l'approbation d'une personne. Il ne me semble pas qu'il existe dans notre pays un parti politique dont il est reconnu 2 responsables. Donc, vous voyez que normalement, la loi est assez claire. On connaît qui est responsable de tel parti, ça on le sait. Et on connaît, n'est-ce pas, qui a le droit de signer, n'est-ce pas, de valider le dossier de la déclaration de candidature. C'est aussi simple que cela. Il me semble que on ne devrait pas normalement débattre. Maintenant, s'il y a un conflit, n'est-ce pas, à l'interne d'un parti, s'il y a un conflit à l'interne d'un parti, c'est-à-dire, on peut contester, parce que les partis, c'est d'abord une association. On peut contester la légalité de la personne signataire. À ce moment-là, il faut qu'il y ait la preuve de la contestation et la légitimité de cette contestation. Et c'est ce à quoi sert le juge électoral, qui est le Conseil constitutionnel. Mais, en premier ressort, il me semble que le Conseil électoral connaît, puisque moi, je participe aux réunions de concertation nationale organisées par Élections Cameroun, qui réunissent les présidents, qui réunissent des partis politiques, la société civile. Et donc, depuis plusieurs années, je crois que Élections Cameroun, qui invite les représentants des partis politiques, sait. Moi, je sais, parmi tout ce qui se passe là, je sais qui est connu à Élections Cameroun comme étant président, puisque nous nous retrouvons en réunion. Donc, Élections Cameroun ne va pas recevoir M. Nanga depuis 5 ans comme étant président de tel parti. Et au moment maintenant de recevoir les candidatures, il ne reconnaît plus que c'est Philippe Manga qui est le président de ce parti. Oui, justement, le cas du Manidem suscite moult interrogations. Un document signé du MINAC, justement, vous en parlez justement, il y a quelques mois, reconnu Anissé Kane comme président légitime de ce parti, lequel investit le professeur Maurice Kamto. D'où vient-il donc aujourd'hui Bombok et Yebga surviennent seulement maintenant et revendiquent c'est-à-dire la présidence du même parti, en déposant également son dossier de candidature. C'est un citoyen camerounais, il me semble, il joue des droits, donc il veut faire valoir ses droits. Donc moi je peux pas contester le fait que pourquoi, non. Il sait pourquoi il a fait, mais après, comme je le dis, la loi, la légalité, l'administration
le conseil électoral sait qui est le président du Manidem. Donc, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, au moins pour ce cas-là. Comme je vous ai dit, étant donné que je suis dans la concertation nationale multipartite mise en place par l'élection Cameroun, je rencontre les présidents des partis. Donc, je peux vous dire que le président du Manidem que moi, je vois aux réunions de concertation avec l'élection Cameroun, c'est bel et bien M. Anis Serikane. Peut-être que ça a changé les jours là, mais la dernière concertation, c'est encore M. Ekane qui était invité par le conseil électoral. Le MINAD l'a reconnu lui-même. Bah, Est-ce qu'il peut se dédier le MINAD ne reconnaît pas. Le MINAD prend acte. Ça aussi, il faut clarifier. Hein. Il y a eu un document quand même signé du MINAD. Je ne veux pas rentrer dans ce jeu de manipulation, d'instrumentalisation de la loi ou de l'administration. Le MINAD n'a pas autorité à reconnaître qui est qui. Le MINAD prend acte. C'est pas son boulot de dire, s'il y a un conflit à l'intérieur d'un monde à venir, ce sont les instances d'un monde à venir qui sont habilitées à décider de ce qui doit advenir. Maintenant, la question peut se poser au niveau où on arrive chez le juge, n'est-ce pas, pour trancher. Mais à aucun moment, le MINAD n'est pas celui qui va décider de qui est responsable à un mandat à venir. Donc, c'est pas possible. Il prendra acte à la fin du process quand on va faire un rapport et qui va regarder que, OK, il y a un récépissé, il y a ceci, et puis ses collaborateurs vont lui dire, depuis le récépissé que l'agrément d'ONG accordé à un mandat à venir à M. Tan, les rapports que nous avons chaque année, et au regard des rapports que nous avons chaque année, nous pensons que voici celui qui est légalement constitué comme étant responsable. Parce que voici, on a leurs documents, on a leur statut, leur règlement intérieur, et entre-temps, nous n'avons pas reçu un document qui ait modifié le statut, le règlement intérieur. Donc, c'est sur cette base-là qu'ils vont prendre acte d'un document qui est envoyé par quelqu'un. Parce qu'ils regardent les rapports, ils vont voir pour dire, au regard de ce que nous savons à travers les rapports, voici la personne qui est connue chez nous, tout simplement. Donc, c'était pour clarifier, pour dire que ce document qui circule, d'ailleurs que nous, à son temps, nous avions estimé que c'était pas le rôle du MINAD de décider parce qu'il y avait des décisions de justice, n'est-ce pas, qui étaient attaquables. D'accord? Donc, moi, je regarde pas ça. Je vous ai dit, moi, je m'appuie sur ce que je vois. Je ne suis pas rentré, j'ai pas fait une enquête pour savoir ce qui se passe dans le Manidem, mais je vous dis ce que je vois. Je vois que la personne qui est souvent invitée par le conseil électoral à la concertation, aux réunions d'élection Cameroun, c'est M. Anissé. Ça, j'ai la preuve. Donc, on se rencontre là-bas. Donc, maintenant, je vois pas comment quelqu'un d'autre va subitement, sauf si le conseil électoral dit que c'est telle personne qui envoie souvent M. Anissé. Ça, c'est possible aussi. Mais la personne que moi, je vois souvent, c'est M. Anissé que je vois là-bas. Donc, et il me semble, on l'appelle souvent président. À aucun moment, je n'ai vu qu'on l'a appelé, voilà, par autre chose. On l'appelle président. Donc, je considère que jusqu'à la dernière réunion de concertation de l'élection Cameroun, c'est bien M. Anis Serikane qui était reconnu comme étant le président du Manidem. L'UPC a été confronté à ce cas en 2018. On a rejeté les deux candidatures de l'UPC. Vous vous souvenez certainement. Élections législatives et municipales. D'abord, c'est pas une jurisprudence parce que les gens utilisent très mal le terme jurisprudence. C'est un exemple de décision. Ça ne peut pas faire office de jurisprudence parce que cette décision n'a jamais été utilisée par une autre juridiction. C'est ça qu'on appelle jurisprudence. Pour l'instant, ce n'est pas une jurisprudence. Au-delà de cela, il me semble que même si on dit que c'est une instance, la même instance, là on était, parce qu'il faut savoir que les dispositions législatives en matière d'élection sont différentes selon les types d'élections. La présidentielle a ces dispositions, les législatives ont leurs dispositions, les municipales ont leurs dispositions, les régionales ont leurs dispositions. C'est pas les mêmes dispositions. Et utiliser, n'est-ce pas, une décision liée à l'élection municipale pour l'élection présidentielle ne me semble pas assez juste. Sans être juriste, ça ne me semble pas être logique. Au-delà du fait que on n'est pas, pour l'instant, pas dans un cas de jurisprudence. Le juge peut, même si c'était toujours une présidentielle, je peux aussi vous évoquer. Après, on va me dire que c'était une autre instance. Il y a aussi, en 2011, toujours l'UPC qui avait deux candidats à la présidentielle. Il y avait deux dossiers et l'administration a estimé que
face à cela, on a créé UPCK et UPCH. UPU et c'est U et K, je pense. Oui. Voilà. Donc, vous voyez que il y a un autre cas qu'on peut prendre un exemple pour dire que on avait tranché en disant, OK, on prend les deux candidats. Oui. Et on leur a affecté une lettre pour les distinguer en maintenant les deux UPC. Bon, ça peut aussi arriver qu'on décide que, OK, puisque vous n'arrivez pas à vous entendre, on va prendre 3 UPC, on va vous affecter des lettres. Cette année, c'est 3, justement. 3 dossiers de candidature pour voilà. UPC. Donc, je pense que, à la réalité, comme je vous ai expliqué, du point de vue de l'administration publique, on peut retracer et savoir qui a la légalité. On suppute là parce que notre contexte camerounais prête à la confusion. Et ça, c'est incroyable. Hein? Et moi, depuis quelque temps, ce que je vois dans l'espace public en termes de débat sur les questions de droit, je suis très inquiet. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va retenir avec les enfants qui sont à l'école, qui voient 2 professeurs, n'est-ce pas, ne pas se mettre d'accord sur une position. Vous vous demandez, le droit est devenu quoi? Chacun interprète le droit à sa manière. Peut-être maladroit, comme le dit souvent. Je ne comprends pas. Alors, je dis c'est dangereux parce que en réalité, les gens refusent de dire le droit. Pour des chacun en fait sait. Moi, je dis que ça vient en aparté, hein, qui me disent, écoutez, monsieur Nanga, je suis enseignant de droit des universités. Voici ce que nous savons entre nous, enseignants. Mais il se trouve que les gens, en fonction de leur proximité politique, n'est-ce pas, idéologique, interprètent, essaient d'interpréter. Donc, c'est les interprétations. Mais en réalité, ils sont tous d'accord sur la bonne interprétation, la bonne lecture du droit. Alors, cette multiplicité d'interprétations au regard, en fonction de la proximité politique des uns des autres, est inquiétante pour moi. Alors qu'on connaît la vérité. Donc, là aussi, on se met à supputer sur cette multiplicité de candidatures portées par un même parti, n'est-ce pas, aux couleurs d'un même parti, parce que notre environnement a favorisé cette mauvaise, j'ai envie de dire, de la désinformation, n'est-ce pas, autour des questions de droit. Du coup, on ne reconnaît plus ce qui est droit. Ce qui est droit. En tant que leader de la société civile, que pensez-vous justement de ceux qui estiment que le professeur Maurice Kamto est la personnalité visée derrière ces mascarades, c'est-à-dire cette floraison de partis politiques, en réalité, et puis ces doublants, c'est-à-dire ces doubles candidatures, notamment pour le cas du Manidem. Bon, là aussi, c'est favorisé par des sorties, j'ai envie de dire, maladroites de notre ministre de l'administration territoriale, qui plusieurs fois a menacé. A menacé publiquement 2 leaders que nous connaissons, Maurice Kamto et Cabral Libi. Plusieurs fois, il a fait des sorties pour indiquer que ces 2 personnes-là, n'avaient pas toute la chance de prendre part aux prochaines élections si elles avaient des comportements qui, selon lui, n'étaient pas respectueux de la République. Il a fait une dernière sortie, même lors d'une interview sur la CRTV, où il a fait des déclarations aussi concernant Cabral Libi. Une sortie que je trouve scandaleuse. Justement. Il avait carrément la place de juge et de procureur à la fois. C'est-à-dire, il disait le droit devant la télé. Il expliquait pourquoi, comment, est-ce que... Et ça, c'était extraordinaire d'entendre ça. Alors, en pareille circonstance, il devrait être très loin, n'est-ce pas, des débats de ce genre, en tant que acteur partie prenante au processus électoral. J'ai trouvé maladroit que même la CRTV lui accorde, n'est-ce pas, une interview, alors qu'il y a un conflit entre des partis. Lui, il est partisan. Le ministre est partisan. On connaît qu'il est un responsable dans un parti politique. L'inviter, dans sa posture de ministre, venir expliquer qu'il y a un candidat qui ne devrait pas prendre part, n'est-ce pas, à l'élection, ça ne me semble pas être intelligent. Non, mais on le connaît justement dans ses déviances, dans ses oui, mais c'est pour ça que je dis, il a l'habitude de le faire, mais en pareille circonstance, c'était extrêmement maladroit. Parce que comment voulez-vous qu'on donne du crédit à notre processus électoral quand vous avez en pleine période là où on est aujourd'hui lancé, le ministre qui est censé, n'est-ce pas, appuyer l'organe de gestion électorale sur le plan matériel et autres à l'organisation,
prendre des positions pour ou contre certains leaders politiques. Je trouve ça maladroit. Je crois que, justement, pendant longtemps, il a laissé prospérer l'idée selon laquelle M. Kamto dérangeait et Kabila Déby dérangeait. De même que, vous savez très bien, la société civile, nous on est marqués aussi comme des gens qui dérangent. Ma collègue Maximilienne, d'ailleurs le siège du rédac reste fermé depuis plus de 6 mois maintenant. Donc il se manifeste très souvent comme quelqu'un qui estime qu'il a le droit de décider de qui doit vivre ou pas. Donc c'est embêtant de le dire, mais c'est ça. Je crois qu'il ne faut pas qu'on exacerbe le conflit, ou bien un environnement de conflit. La compétition électorale est une compétition essentiellement conflictuelle. Il faut le savoir. La compétition électorale est une compétition essentiellement conflictuelle. Parce qu'il y a la lutte de pouvoir. Il y a la lutte de pouvoir. Les gens veulent prendre le pouvoir. Et donc, il y a donc des partisans qui vont soutenir A et qui vont soutenir B. Et dans ce soutien-là, il va donc avoir des comportements, n'est-ce pas, de part et d'autre, qui sont malheureusement des comportements favorisant des frictions. C'est pour ça qu'on parle de conflit. Le conflit n'étant pas nécessairement une mauvaise chose, mais je veux dire que c'est un processus, n'est-ce pas, essentiellement conflictuel, parce qu'il y a de la friction. Chacun voulant que son candidat, n'est-ce pas, soit vainqueur et prenne le pouvoir. À partir de ce moment-là, il faut que cette compétition-là soit... C'est pour ça que les instruments internationaux recommandent la transparence, le professionnalisme, l'équité, pour que on puisse minimiser les risques d'exacerbation du conflit et que ça ne débouche pas, n'est-ce pas, à des affrontements. C'est ça. Et c'est pour ça que je suis très embêté que notre loi, qui est aussi malheureusement, qui est notre cadre juridique qui est essentiellement conflictuel, n'ait pas été revue. On s'est battu depuis longtemps. Alors que le président de la République en 2013 a reconnu qu'il y avait des choses à revoir dans cette loi, il n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui. 2018, on a eu des situations de crise qui ne sont pas encore vidées jusqu'à aujourd'hui. Le président n'a rien fait. Et ça n'a toujours pas, le président n'a rien fait pour modifier ces lois-là et nous offrir un cadre juridique électoral qui soit moins conflictuel. Et je crains que avec les comportements des personnes, parce que quand déjà le cadre juridique, le cadre institutionnel lui-même n'est pas assez bon et que on rajoute à cela les comportements des personnes, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et donc, je profite justement de votre média pour interpeller. Je connais pas la situation du président actuellement, malheureusement. Ça aussi, c'est une situation assez grave. S'il écoute encore, s'il a encore, n'est-ce pas, la capacité de prendre en main des choses, je pense qu'il devrait. Moi, je serais le président de la République. Si les petites énergies qu'il a encore, moi, je serais lui. Je convoquerais les leaders des partis politiques pour discuter avec eux en leur disant « Allons-y en compétition ». Il s'agit d'une compétition, mais préservons le pays. Justement, puisque vous embrayez sur cette question, parmi ces leaders politiques en course pour le scrutin d'octobre prochain, figure Paul Biya, 93 ans, candidat à sa propre succession, malgré les multiples appels au renoncement de sa candidature pour un 8e mandat. Il reste convaincu qu'il a encore beaucoup de choses à apporter aux Camerounais. Voilà. Que pensez-vous justement de cette candidature, de candidature de trop? Je vous ai dit que du point de vue de la démocratie, on ne peut pas parler de candidature de trop. C'est un citoyen camerounais qui joue de tous ses droits civils et politiques, donc il peut se présenter 50 000 fois si la loi lui donne le droit. Donc, on ne peut pas parler dans de candidature de trop du point de vue démocratique. Au niveau de l'âge. Maintenant, même au niveau de l'âge, étant donné que notre cadre juridique ne limite pas, n'est-ce pas, les candidatures en matière n'a pas de limite d'âge. Il y a le minimum, 35 ans, mais il n'y a pas le maxi. Donc ça aussi, c'est un problème qu'il faut revoir dans notre cadre juridique électoral. Parce que si la loi laisse
la possibilité à quelqu'un de 110 ans d'être candidat. Je sais pas on peut que discuter, supputer, tout ce qu'on on fait là. Mais la loi, au regard de la loi, on n'a rien à redire sur l'intention de candidature telle que dit, annoncée de Monsieur Biya. Maintenant, en tant que citoyen, si vous me demandez de me prononcer en tant que citoyen, qu'est-ce que je pense de la candidature d'un homme de 93 ans, pas forcément de Monsieur Biya, mais d'un homme de 93 ans, je vous dirais qu'elle me semble délicate. Elle me semble délicate parce que pour avoir côtoyé les personnes âgées, je sais que à partir d'un certain âge, 80 ans, vous commencez à avoir des soucis. Et il y a quand même de temps en temps des pertes de mémoire. Donc, ça me semble délicat de soutenir l'idée qu'une personne de 93 ans se présente, n'est-ce pas, à une élection présidentielle avec un pays comme le Cameroun qui n'est pas assez simple à diriger. Ça c'est mon point de vue. Et si je fais encore de l'analyse en tant que citoyen, je dirais que Monsieur Biya lui-même, on le voit pas en train de dire, voilà, vous l'avez vu, vous. Bon, il a laissé des instructions à ses collaborateurs. Non, mais l'intention du président, ce n'est pas, on ne laisse pas les instructions. C'est une personne qui dit, moi, je veux être président. La personne est où? On n'envoie pas les gens aller dire que je vais être candidat. En 2018, c'est toujours par message sur ses pages. C'est pareil. Qu'il a annoncé. C'est du pareil au même. Après, vous l'avez vu où? Donc, je pense qu'il y a un souci. Moi, en tant que citoyen, j'ai pas envie qu'on me dise que telle personne a dit qu'elle sera candidate. J'ai envie de voir, comme je vois les autres. Monsieur Kamto, Cabral aussi, tous ces gens-là, on les voit. On me dit pas qu'ils ont dit que. On les voit. Monsieur Biya est un Camerounais comme tous les Camerounais. Il n'a pas un statut particulier. Pourquoi lui, il ne peut pas venir dire aux Camerounais, moi je veux être candidat, et lui-même, comme on a vu les autres, aller pourquoi est-ce que des gens portent son dossier pour aller déposer, on ne le voit pas lui-même. Moi, en tant que citoyen, je me pose la question. Et je pense que c'est déjà un problème de ne pas voir quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, vous diriger, lui-même se prononcer sur le fait, lui-même porter sa candidature, aller déposer, lui-même s'exprimer. Je crois que quand même, la société est tellement ouverte aujourd'hui. On a un monde ouvert. C'est-à-dire, on est au Cameroun, on peut vivre comme si on était à New York, à Singapour, à Bruxelles. On voit comment ça se passe au Sénégal, au Maroc, et ainsi de suite. Même là où il y a des rois, on voit le roi. Les rois, ils s'expriment. Donc, moi, je crois que je ne suis pas convaincu. Ça, vraiment, je le dis en tant que citoyen. Je ne suis pas convaincu que Monsieur Biya, lui-même, voudrait encore être président de ce pays. Je ne suis pas sûr. Tout humain a besoin à un moment donné de repos. La présidence n'est pas un reposoir. Mais pourquoi il ne dit donc rien si c'est pas lui qui parce que la fonction de direction a cette délicatesse que des fois, vous voulez vous en sortir, mais vous avez des gens autour de vous qui profitent de votre présence, qui vous disent non, il faut rester. Parce que eux, ils profitent de votre présence. C'est pas seulement au niveau de la présidence, hein, même au niveau des associations. Vous avez des associations où vous avez un président qui est jamais parti depuis la création, ou bien des entreprises où vous avez un directeur qui n'est jamais parti, qui est là, qui est fatigué, mais dont les profiteurs de sa position le maintiennent là. Vous voyez? Donc, et on a des exemples, hein, des présidents où on a des exemples qui sont pas reluisants. Mugabe, à un moment donné, il a fallu que ses proches collaborateurs décident que, mais attendez, on va pas laisser prospérer le cinéma. On a vu Bourguiba, où à un moment donné, ses collaborateurs qui savaient très bien que en réalité, le président n'existait plus en tant que tel. À un moment donné, dit, on va arrêter le cinéma. Donc, on a vu, donc, dans d'autres pays, on a vu des exemples comme ça, où, à un moment donné, les collaborateurs disent, bon, on va arrêter le cinéma. Mais, en réalité, malheureusement, dans le champ politique, on a des exemples, des situations où on a maintenu, je dis, des gens ont maintenu une personne à la tête pour des raisons qui leur sont propres. Et il me semble que, moi, je défends, en tant que citoyen, l'idée selon laquelle M. Biya
pourrait être en captivité. C'est pour ça que je revendique tout le temps que si le président pense que lui, il a encore des forces pour diriger ce pays, c'est son droit. Mais le minimum. Qui se présente officiellement et On le voit. fasse une communication. Moi, par exemple, leader associatif, je revendique le droit de discuter avec le président. Qu'il invite des leaders associatifs pour leur dire, écoutez, c'est vous qui travaillez avec les populations. Voilà, on va avoir une chance. Vous allez aller vous-même dire aux populations que vous avez vu le président. Le voilà, voilà. Donc, qu'il le fasse. Donc, le président, qu'on dit qu'il a encore toutes les aptitudes physiques, mentales, tout ce qu'on veut, mais n'accorde pas une minute à des acteurs, que ce soit économiques, associatifs. Je dis qu'il n'accorde pas une seconde à des acteurs économiques. Oui. Vous avez un exemple d'une rencontre avec les acteurs économiques? Non, pas du tout. Avec les acteurs politiques? Avec les acteurs associatifs? Non. Dans quel pays vous avez déjà vu ça? Moi, je parcours le monde. Hein. J'ai la chance de parcourir le monde. J'ai déjà rencontré le président tchadien, le président gabonais, le président sénégalais, malien, tous ces gens-là. On se rencontre, on discute. Donc, vous et moi. Mais si c'est compliqué. Donc, au-delà du fait, moi aujourd'hui, ce n'est pas un problème de posture ou bien de choix. Je pense qu'il y a aussi, c'est un humain. Qu'on arrête de penser que le président Biya est un extraterrestre. Et c'est pas un extraterrestre, c'est un humain. Et je dis que il a, en tant qu'humain, à un moment donné de sa vie, droit au repos. À quel moment on pense que M. Biya va se reposer? À quel moment? Vous pensez que quand on a construit, les gens ont lutté pour obtenir les congés, pour continuer la réduction des heures de travail, pour obtenir la mise à la retraite. Vous pensez que les gens qui se sont battus pour qu'il y ait la retraite, c'est des imbéciles? C'est parce que le corps humain, à un moment donné, a besoin d'un peu de repos. Or, la fonction présidentielle est tellement délicate qu'elle ne peut pas être un reposoir, un endroit où on estime que, comme j'entends, des gens venir soutenir que le président n'est pas obligé d'être présent. Mais le pays peut marcher. Non, 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 non. Un président, c'est présent. Comme ce qui se passe ailleurs. On entend souvent les gens dire que, même sur un fauteuil roulant, si Paul Biya est candidat à l'élection présidentielle, il va l'emporter face à ses adversaires. Au regard justement de l'environnement préélectoral, marqué par de nombreuses récriminations formulées contre les CAM par l'opposition, les acteurs de l'opposition, est-ce que l'opposition, justement, a une chance de remporter cette élection face à Paul Biya? L'opposition camerounaise a déjà remporté une élection face à Paul Biya. Mais ça n'a pas été rendu officiel. Je suis d'accord avec vous. C'est pour répondre à la question que est-ce que l'opposition peut remporter? La réponse est oui. Parce qu'elle a déjà fait en 92. Même si après je veux dire, l'information officielle, rendue officielle, n'est pas celle-là, mais tous les acteurs reconnaissent que, en 92, en tout cas, M. Frondi avait le dessus sur M. Biya. Donc, c'est possible. Maintenant, il faut une organisation derrière. Et je pense que ceux qui disent que même sur fauteuil roulant, le président Biya peut battre les autres, ses concurrents politiques, c'est une insulte à l'intelligence des Camerounais, c'est une insulte à toute une population, c'est une façon de dire que le peuple camerounais est tellement imbécile, idiot, que on peut lui offrir n'importe qui, parce que fauteuil roulant, pas parce qu'il est handicapé, fauteuil roulant parce qu'il n'a plus la possibilité de se mettre debout. Parce que il faut pas confondre. Parce que on peut accepter une personne handicapée, c'est normal. Mais là, un handicap dû à l'âge, c'est une insulte quand même à la population de dire, c'est un peu comme si on nous dit, il peut même être absent. C'est-à-dire, comme on le fait, hein, moi j'ai vu, on a fait des tournées là, c'est drôle, mais après c'est quand même méchant. Oui, il y avait juste la photo du président. On a fait, je crois que c'était son anniversaire à Yaoundé, au palais des sports là-bas. Et puis il y avait une grande photo et il y avait une grande fête. On disait c'est l'anniversaire du monsieur qui est en photo. Alors, c'est quand même pas drôle pour un pays. Je pense que même le président, à un moment donné, Biya doit dire, écoutez, vous allez arrêter ce cinéma-là. Parce que moi, c'est bon. Ma photo ne peut pas être moi. Donc, par respect pour les Camerounais, vous pouvez pas leur présenter la photo, vous réunissez des gens et vous dites, on est là pour la photo. Il existe, il est vivant. S'il est vivant et s'il a de la force, qu'il soit là. Donc, je pense que
là, vraiment, en tant que citoyen, moi, je crois que les Camerounais devraient prendre conscience de ce que le président Biya, il n'y a pas la certitude qu'il soit lui-même demandeur de cette énième proposition, demande de candidature. Je ne suis pas sûr. Et ça commande à ce qu'il y ait une organisation derrière. La présidente de la République, ce n'est pas un parti qu'on vote. C'est une personne qui porte des idées, même si ce sont des idées du parti. Il doit être en capacité de montrer qu'il s'est approprié ces idées. Il doit dire comment il va diriger, comment il va implémenter ces idées. C'est une personne. Comme je vois dans les télés et tout ça, des gens venaient expliquer comment M. Biya va diriger. Non, 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 non. C'est pas possible. La présidence, c'est une personne qui elle-même doit sillonner le pays pour expliquer comment elle va régler nos problèmes. Il faut que ce soit clair pour les gens. Moi, je ne suis pas contre une 20e candidature de M. Biya s'il pense qu'il en a encore la capacité. En tant que citoyen, en tant que défenseur des droits de l'homme, ben, au contraire, si on enlève sa candidature seulement parce qu'on dit qu'il est vieux, je vais m'opposer. Par contre, en tant que citoyen, j'estime que nous devons protéger aussi nos personnes âgées. M. Biya doit être protégé. Je suis sûr que dans son fort intérieur, il a besoin d'un peu de repos. Mais alors, s'il est en captivité entre les mains de gens qui sont des profiteurs de sa position, comment on fait? Comment on fait? Nous devons l'aider. C'est pour ça que je dis souvent, le rôle des acteurs aussi, associatifs et autres, c'est de pouvoir identifier où il y a un problème. Parce que des fois, une administration peut être bloquée parce qu'elle n'a pas de voie de sortie. Il revient à la population de lui trouver la voie de sortie. Une grande majorité de la population, justement, pense que pour battre ce président sortant, il faudrait que les opposants puissent former un consensus, et proposent un seul candidat. Pourquoi c'est si difficile de pouvoir s'accorder, s'entendre? Pourquoi c'est si difficile pour ces acteurs, ces forces de l'opposition, de trouver ce candidat consensuel pour pouvoir aller aux élections? Parce que c'est une idée qui, de mon point de vue, même stratégiquement et même tactiquement, n'a pas forcément de sens. On ne peut pas imposer à toutes les formations de l'opposition, n'est-ce pas, de s'unir en candidature unique. Même en 92, il y avait un candidat consensuel, mais il y avait d'autres candidats. Faut pas, parce que ce qu'on oublie de dire, n'est-ce pas, au Camerounais, c'est qu'il n'y avait pas que 2 candidats en 92. Il y avait d'autres candidats. Donc, on peut avoir un consensus autour d'une personne, un consensus, n'est-ce pas, entre 2, 3, 4 leaders politiques, mais il ne faut pas penser qu'il faut que tous les leaders politiques se mettent d'accord, soit autour d'un candidat. Non, ça c'est aussi, je vais dire, c'est une tromperie. On peut faire croire aux Camerounais que non, si ce n'est pas ça, ça ne va pas marcher. Non, on peut avoir 2 leaders solides qui se mettent ensemble et qui peuvent peser, n'est-ce pas, de leur poids et inverser la situation. On peut même avoir un candidat. Un candidat. Alors, ce sont des mesures palliatives. Et c'est pour ça que je dis que notre environnement est bizarre. Parce que voilà un environnement où on sait que la loi ne donne pas les chances à tout le monde. Et les populations, au lieu de s'organiser pour que cette loi change, préfèrent mettre la pression sur les individus pour que, non, 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 comme la loi n'est pas bonne, vraiment, mettez-vous ensemble. Mais pourquoi ne pas que la population qui est plus nombreuse mette suffisamment de pression sur le gouvernement pour revoir la loi et permettre à ce que la compétition soit transparente et juste et équitable. C'est le plus simple. Donc je pense que l'idée selon laquelle il faut une candidature unique de l'opposition, pour moi, elle n'est pas faisable parce que même en 92, il n'y avait pas ça. Par contre, on peut solliciter de 2, 3 leaders qui se mettent ensemble pour... Large consensus. Ah, voilà, oui. On peut avoir un consensus, n'est-ce pas, constitué de 2, 3, 4 leaders. Et même en 2018, il y en avait déjà, il y a des gens qui étaient derrière Maurice Kamto. Donc, même le président Biya a fait des alliances. Hein. Mais au sein de ce consensus, on peut savoir les principaux partis de l'opposition. Bien sûr, donc je vais vous dire, en réalité, ce que nous devons exiger, c'est d'abord que
il y ait la transparence, la justice et l'équité dans notre processus électoral. C'est ce que nous devons exiger. Maintenant, c'est vrai qu'il y aurait plus de chances pour l'opposition d'avoir 2-3 leaders qui se mettent ensemble et désignent une personne pour les représenter. Ça donnerait un peu plus de poids, c'est une évidence. Mais ce n'est pas l'exigence fondamentale pour que quelqu'un d'autre puisse gagner M. Bianon. Il y a eu beaucoup d'efforts faits, je dois le reconnaître au niveau de l'élection Cameroun. Maintenant, l'administration reste continue à mettre un peu de pression. Malheureusement, ça j'en profite pour le dire aussi, que moi j'observe qu'il y a beaucoup d'efforts de la part de l'élection Cameroun, mais qui continue à être sous pression par l'administration publique. Et ça, j'alerte encore le président de la République, hein, s'il écoute encore, s'il peut encore faire des choses, à interpeller l'administration publique, de laisser l'élection Cameroun faire son travail. Là encore, on voit qu'il y a la pression de l'administration publique autour de l'élection Cameroun. Je le vois puisque je travaille sur le terrain. Ces messieurs et dames veulent travailler. Laissez-les travailler. Ils veulent travailler. Moi, je vois beaucoup de... J'ai vu sur le terrain des opérateurs de l'élection Cameroun qui voulaient travailler. Mais il y a la pression derrière. Cette pression bénéficie à qui? À une administration qui veut absolument le statu quo. Malheureusement. Mais pour les intérêts d'un parti, d'un autre parti politique. Mais justement, quand je dis le statu quo, ça veut dire qu'il y a un parti qui est là. Et donc, il y a une administration. Il y a dans l'administration. Ça aussi, je dois nuancer. Ce n'est pas tout le monde dans l'administration. Je connais des préfets qui font leur boulot. Je connais des sous-préfets qui font leur boulot. Je connais des gouverneurs qui font leur boulot. Ça aussi, il faut le dire. Mais malheureusement, ils ne sont pas très nombreux. Je connais des policiers qui font leur boulot. Des gendarmes, des militaires qui font leur boulot. Mais malheureusement, ils ne sont pas les plus nombreux. Il me semble. C'est ça le problème. Et moi, je vois donc une administration qui fait des efforts pour contrôler le processus électoral. Mais monsieur le ministre de l'administration ne se cache pas. Combien de fois il a interpellé publiquement l'élection Cameroun? C'est pas son travail. Combien de fois? C'est pas son boulot. Il s'en cache même pas. C'est ça qui est grave. Et demain, quand on dit que le processus électoral a des problèmes et tout, alors qu'on voit quand même, il s'en cache pas. Donc, c'est pour ça que je dis que qu'on libère l'élection Cameroun, qu'ils fassent leur boulot, que les Camerounais dont on a vu se battre pour aller s'inscrire, aillent massivement voter, fassent le travail citoyen d'observation et de contrôle de leur vote. On verra ce qui va se passer. Je veux voir comment les gens vont aller voter normalement, hein, et que on va traficoter les chiffres, et ainsi de suite. On sait comment ça se passe. Hein. On sait comment ça se passe. On connaît des localités où c'est fermé, on sait. Mais je pense que si les citoyens s'organisent, si les partis politiques disposent des moyens et sont libres de faire leur boulot, dans la transparence, je pense que les choses peuvent être menées de sorte que ce soit le méritant qui soit vainqueur. Parce qu'aujourd'hui, je pense que moi, je suis un des dirigeants du Cameroun, je peux témoigner que les Camerounais pensent aujourd'hui qu'ils ont besoin d'un président comme dans les autres pays. On voit la télé. On voit les autres présidents africains. Quand on voit le président sénégalais, quand on voit le président ghanéen, quand on voit le président gabonais, quand on voit le président malien, quand on voit les présidents africains qui sont autour de nous, ça donne envie. Les gens se disent, mais pourquoi pas nous? Pourquoi nous aussi, on n'a pas un président qui peut venir à Douala, qu'on peut voir, qui rencontre des gens et qui va à l'inauguration? On ne vient pas dire, le président a dit, le président a fait au nom du président. Pourquoi pas nous? Le Cameroun n'est pas quand même un pays maudit, où on n'a pas le droit d'avoir un leader qu'on rencontre. Vous, les médias, vous avez rencontré le président quand? Pas encore de toute manière. C'est pas drôle. Oui. C'est pas drôle. Vous connaissez un pays où un journaliste va vous dire, moi, j'ai jamais vu le président? Non. Un pays normal? Non. Les journalistes rencontrent le président plusieurs fois sur l'année. Plusieurs fois sur l'année. Ce n'est pas trop demandé
que d'exiger du président qu'il se rende visible. C'est lui qui reçoit les suffrages. Ce n'est pas les ministres qui sillonnent, les politiciens qui sillonnent les plateaux de télévision. C'est lui qui reçoit les suffrages. C'est lui qui a besoin des suffrages. Il ne peut pas envoyer des gens aller prendre les suffrages pour lui. Non. Non. Ce n'est pas le parti politique qui est élu, c'est une personne qui anime la scène politique publique qui reçoit les suffrages. Et cette personne doit être connue. Moi, mes enfants me demandent souvent, quelques rares fois qu'ils ont vu la photo, c'est mythique. Ils ont grandi, ils sont en train de grandir, voilà, ils n'ont jamais vu, ils sont à Douala, ils sont nés ici, ils n'ont jamais vu, entendu que le président est venu à Douala. Ils me disent, mais le président ne vient jamais ici. Bah, je ne sais pas quoi leur dire. Plusieurs Camerounais, en fait, la grande majorité des Camerounais souhaitent effectivement qu'il y ait alternance à la tête de l'État en octobre, c'est-à-dire au lendemain d'octobre 2025. Vous, qui êtes leader de la société civile, quel est le message que vous pouvez passer à l'endroit des Camerounais, des citoyens camerounais justement, qui se préparent à cette élection? C'est vrai que le climat est déjà très tendu. On a quand même l'impression qu'il y a une sorte de fraction du tissu social. Il y a du tribalisme dans l'air, avec certains acteurs politiques qui entretiennent justement ce tribalisme-là. Quel est le message que la société civile peut passer justement aux Camerounais pour qu'on évite une tension sociale pendant cette élection? Déjà, je dois dire qu'au-delà du message aux autres Camerounais, nous, on a des activités que nous déployons sur le terrain à travers des jeunes qu'on appelle les animateurs de proximité. Ces jeunes-là sont sur le terrain pour faire de l'éducation électorale. Le message qu'ils passent aux populations, c'est « Attention, nous allons voter pour notre pays. Un pays qui doit être préservé. » Parce que l'élection est un processus. Le pays doit être préservé. Nous avons besoin de la cohésion sociale pour même actionner le développement. Nous avons besoin de la paix pour actionner le développement. C'est le message que nos animateurs diffusent sur le terrain. Et ils préviennent en disant, attention, il y a la cause du conflit. En matière électorale, la cause première du conflit, c'est la fraude. C'est la fraude. C'est la première cause des conflits électoraux. C'est la fraude. Pour ne pas dire c'est la cause principale. C'est la fraude électorale. Raison pour laquelle vous avez attiré l'attention de l'ECAP tout à l'heure. Justement. Et donc, le message que je passe aux citoyens camerounais, c'est de dire, même si l'élection Cameroun est sous pression et qu'il y aurait des gens là-bas dedans qui seraient tentés de faire de commettre des manœuvres de fraude, nous pouvons endiguer ces manœuvres-là à travers la vigilance. C'est ce que nous appelons le contrôle citoyen. C'est-à-dire, dans les quartiers, il faut observer. Il faut ouvrir les yeux. Il faut identifier les manœuvres de fraude. C'est la première chose. Il faut éviter aussi l'instrumentalisation tribale. Il faut éviter l'instrumentalisation tribale. Ce n'est pas une tribu qu'on va voter à la présidence. C'est une personne qui va travailler avec toutes les tribus. Ce n'est pas une tribu. C'est une personne. Que les Camerounais regardent les programmes des sociétés, les programmes des partis politiques, les programmes des candidats, scrutent ces programmes-là. Nous, on va faire un travail pour aider les gens. Nous sommes en train de faire un travail de synthèse des programmes. On va partager aux gens pour dire, voilà tel candidat, voici ce qu'il propose. Voici ce que le candidat B propose. Voici. Faites le choix sur la base de ces contenus. Ne faites pas le choix sur la base de la proximité tribale. Ce n'est pas parce que c'est mon frère, mon oncle, l'ami de mon oncle, l'ami de mon frère, que je vais lui donner ma voix. Je veux lui donner ma voix parce qu'il nous a convaincus. Il a partagé avec nous. Il nous a rencontrés. On a discuté. Il nous a présenté ce qu'il veut faire. Comment il veut régler la question de l'électricité, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, les infrastructures routières, l'accès à l'école, l'accès à la santé, des problèmes basiques. Sur la base de ces
proposition-là, je vais donner ma voix à cette personne. Que les citoyens camerounais soient axés sur ça, sur les programmes des candidats, pas sur la proximité tribale. La tribu ne nous aide pas. La tribu a pris la prise sur la société parce que nous avons un système de gouvernance qui n'apporte pas de réponses aux problèmes des citoyens. C'est pour ça que la tribu prend le pas. Parce que quand un Camerounais a un problème, il ne sait pas dans quelle administration il peut aller trouver la solution. Il sait au moins qu'il a un cousin, qu'il a une cousine, qu'il a une tante, qu'il a un oncle. Voilà ce qui, malheureusement, a développé l'idée de la tribu. L'idée de la proximité basée sur la tribu ou la proximité sociale. C'est un ami. C'est l'ami d'un cousin. C'est l'ami d'un tel. On ne voit pas l'administration au service des populations. L'achat de voix, il faut dénoncer. Si vous apercevez les gens dans les quartiers qui marchent, qui essaient de marchander, qui essaient d'acheter, parce que nous avons malheureusement des informations sur ce travail de marchandage, n'est-ce pas, qui s'est fait déjà, que les gens dénoncent en amont. Parce que si on commence à dénoncer, on voit monsieur tel qui est en train de proposer de l'argent aux gens pour aller voter à tel endroit, ainsi de suite, qui est en train de manœuvrer pour qu'il y ait la fraude à tel endroit, il faut déjà dénoncer ça maintenant. Le jour du scrutin, on aura réglé 80% de la fraude. Et les 20% qui vont rester, on va régler ça par la vigilance. Et je pense que même s'il y a une mécanique suffisamment huilée pour la fraude et qu'il y a 8 millions, même 5 millions de Camerounais qui sont engagés à contrôler leur voix, on aura le résultat qu'il faut. Monsieur Philippe Nanga, merci de nous avoir reçus dans vos locaux. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et c'est moi qui vous remercie de nous donner l'opportunité de donner notre point de vue. D'abord en tant que responsable d'organisation de la société civile, mais aussi en tant que citoyen. C'est souvent difficile de dissocier les deux, mais on a quand même un côté citoyen. On a aussi un côté leader associatif où nous faisons des efforts pour rester professionnels. Et les médias sont un acteur fondamental en matière d'accompagnement du processus électoral. C'est pour ça que ça fait du bien de nous permettre d'échanger avec vous et que cet échange-là soit partagé avec les autres publics pour qu'ensemble, nous puissions contribuer à préserver la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cet entretien avec Monsieur Philippe Nanga. Il est le coordonnateur de l'ONG Un Monde à venir. C'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition de votre émission de Talk sur Echo 237. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter, à partager nos publications. Et surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.